Alors, je ne suis pas psychiatre parce que je ne suis pas médecin, ni psychologue parce que je n'ai pas de master en psychologie. Je ne peux pas non plus me définir comme psychothérapeute, même si je pratique une certaine psychothérapie. Ce titre est réglementé depuis 10 ans et est destiné aux médecins ou aux psychologues. Je ne suis pas fan de l'appellation coach, qui est devenue galvaudée, même si son étymologie est assez pertinente. Et dans ma pratique, j'utilise l'hypnothérapie et la psychanalyse, mais je ne me définis pas comme tel parce que mon accompagnement ne correspond pas au cadre de ces disciplines. C'est pour toutes ces raisons que je me définis comme un professionnel de la relation d'aide. C'est la manière la plus explicite que j'ai trouvée pour présenter mon activité en cabinet. Alors la relation d'aide, ça consiste principalement à favoriser la maturité émotionnelle et relationnelle, mais aussi la résilience et la capacité d'adaptation d'un client en s'appuyant sur ses propres ressources. D'ailleurs, en relation d'aide, le terme client est préféré à celui de patient qui renvoie à une certaine passivité et dépendance vis-à-vis d'un sachant qui a les solutions pour lui. Dans l'approche que j'ai choisie, au contraire, l'autonomie et la responsabilité sont au centre de l'alliance thérapeutique. Le professionnel n'apporte pas de solution, mais il accompagne son client à les trouver en lui-même. On peut dire que mon approche est intégrative dans la mesure où ma pratique est pluridisciplinaire, mais j'appartiens profondément au courant humaniste en psychologie. Mes principales influences sont Carl Rogers, Eric Berne, Gregory Bateson, Irving Yalom, Viktor Frankl. J'estime que leurs travaux ont considérablement participé à rendre la psychothérapie pragmatique. Et actuellement, je crois aussi que les gens ont cette attente dans l'accompagnement. Ils recherchent des outils, des connaissances, mais aussi à développer certains savoir-faire pour favoriser de manière autonome leur mieux-être. Ma pratique s'oriente sur 3 axes, la thérapie, le coaching et la formation. La thérapie pour réparer les blessures du passé qui empêchent une certaine évolution individuelle et positive, le coaching pour préparer cette évolution et la formation pour développer notre rapport à soi et aux autres. Alors en ce qui concerne la réparation des blessures, on va parler de thérapie quand c'est en surface et de psychothérapie quand c'est quelque chose de beaucoup plus profond. C'est d'ailleurs la répétition des blessures qui nous amène souvent à consulter un professionnel. Prenez par exemple un client qui vient me consulter pour un souci d'une séparation douloureuse. Même d'après ses dires, il me parle de séparation encore plus douloureuse que les précédentes. Eh bien, son processus à lui a permis d'identifier sa blessure du rejet, remonter à ses 3 ans, au moment où ses parents l'ont rejeté, l'ont placé chez ses grands-parents et eux-mêmes ont divorcé. Alors cette blessure du rejet identifiée s'est répétée à travers ses expériences jusqu'à ce que son désir de changer dépasse sa peur du changement. Alors la psychothérapie ne se fait pas comme ça d'un coup de baguette magique. Ça demande de sortir du déni, de la banalisation de ces blessures du passé. Il est aussi question en psychothérapie de laisser une place aux émotions, de les accueillir, de les reconnaître pour enfin les libérer. Et justement, la libération des blessures provoque un changement profond, le plus souvent, qui quelque part peut donner une sensation de vide. C'est un peu le risque de se libérer de quelque chose qui a toujours fait partie de nous, mais qui n'est pas nous. C'est là où le coaching a toute sa place dans un processus thérapeutique parce qu'il est question de faire émerger l'identité profonde et de devenir soi. Le seul problème que j'ai avec ce mot, c'est qu'il est utilisé aujourd'hui pour ne pas désigner ce qu'est un coach. Un coach n'est pas un consultant, n'est pas un conseiller, ce n'est encore moins un gourou. Un coach, ça vient de Kock, qui est une ville hongroise où a été inventé les cochers au XVIe siècle, ce qui a donné El coche en espagnol, coach en anglais pour désigner les wagons. En gros, un coach, c'est ça. Un coach, c'est un moyen de transport d'un point A à un point B qui aide aussi à mieux déterminer le point initial et le point à atteindre, qui est un objectif. Ça m'arrive même de dire à mes clients que je ne suis juste la voiture, ce n'est pas à moi de conduire. Par contre, voilà, je suis toute option, GPS, direction assistée, en tout cas tout ce qu'il faut pour sécuriser les transformations. Mon 3e axe d'accompagnement, c'est la formation. Parce que je pars du principe que la présentation d'un modèle, d'une théorie scientifique peut être aidant dans un processus.
Alors j'ai un parcours multiple. J'ai d'abord pratiqué l'athlétisme à haut niveau, même si pour être plus précis, c'est aux portes du vrai haut niveau. J'ai été vice-champion de France universitaire sur 400 mètres haies et quatrième performeur espoir au décathlon. Alors cette pratique intensive m'a forcément amené à étudier les sciences du sport. Et c'est là où j'ai commencé à étudier la psychologie. Je me souviens de cours passionnants sur le développement affectif de l'enfant ou la dynamique des groupes restreints. Mais un jour, en master, j'ai eu envie de sortir de mon stade d'athlétisme et de découvrir le monde. J'avais deux options. Alors, soit je prenais mon sac à dos et je faisais le tour du monde, soit je m'engageais dans une force spéciale. Ça peut paraître paradoxal, mais j'ai choisi l'option qui me demandait le moins de courage. J'ai été militaire pendant 6 ans. C'est une expérience à laquelle je suis très attaché, où j'ai beaucoup appris sur moi, sur les autres et sur le monde, en tout cas sur celui que j'ai pu rencontrer. Alors à la suite d'une opération du genou, j'ai mis un terme à cette modeste carrière et j'ai été embauché par une grosse boîte qui s'appelle Control Risque, un leader mondial en consulting sur la sûreté, le risque. Et là, j'ai pu travailler pour des entreprises, des grosses entreprises comme Alstom, Eni, CNPC, des multinationales à l'étranger. C'est à partir de là où j'ai pu investir dans ma formation parce que je travaillais un mois sur deux. Alors quand j'ai fait ma reconversion, j'ai d'abord commencé une école de psychothérapie, une école privée. Elle ne répondait pas à mes attentes, donc après je suis allé sur l'hypnose, comme ça, par pur hasard. Alors l'hypnose c'est assez particulier, c'est un outil très efficace et très puissant. Mais dans ma formation, au début, j'avais un peu l'impression d'aller à Casto, de me proclamer maçon en remplissant mes caisses à outils. Alors du coup, j'ai eu la nécessité, j'ai eu le besoin de me former à un métier et c'est là où j'ai commencé une école de coaching. La formation était très enrichissante. J'ai pu me spécialiser dans le coaching scolaire, dans la préparation mentale du sportif et dans la gestion du stress. Grâce notamment à ma formation en hypnose humaniste, j'ai exploré les travaux de Carl Gustav Jung, ce qui m'a amené à me former au yoga en Inde et en psychanalyse symbolique, que je terminerai dans quelques années. Alors ce parcours de formation fut aussi l'occasion de m'occuper de moi, hein, d'avoir un processus thérapeutique. Et c'est même essentiel pour un professionnel de la relation d'aide. J'ai très vite compris que je recherchais à me soigner à travers mes formations. Donc ça m'a permis d'entreprendre assez tôt un chemin thérapeutique, de sortir du déni et de la banalisation de mes blessures de l'enfance avant de les soigner et de découvrir même un sens à ces blessures. Alors je peux parfois regretter d'un côté de ne pas avoir un parcours classique de psychologue, notamment au niveau de ma légitimité quand je parle de psychologie. Mais d'un autre, je suis assez fier de ce parcours qui m'a amené vers des échecs et des désillusions qui m'ont permis de me construire et de développer ce qu'on pourrait appeler la connaissance de l'être humain, quoi, des autres. Ça me fait penser à une citation de Jung, d'ailleurs, qui dit dans son livre L'âme et la vie: celui qui veut connaître l'âme humaine n'apprendra à peu près rien de la psychologie expérimentale. Il faut lui conseiller d'accrocher au clou la science exacte, de se dépouiller de son habit de savant, de dire adieu à son bureau d'études et de marcher à travers le monde avec un cœur humain. Dans la terreur des prisons, des asiles d'aliénés, des hôpitaux, de voir les bouges des faubourgs, les bordels, les tripots, les salons de la société élégante, la bourse, les meetings socialistes, les églises, le revival et les extases des sectes, d'éprouver sur son propre corps amour et haine, les passions sous toutes ses formes. Alors il reviendra chargé d'un savoir plus riche que celui que lui auraient donné des manuels épais d'un pied, et il pourra être, pour ces malades, un médecin, un véritable connaisseur de l'âme humaine. Dans mon cadre d'accompagnement, un processus oscille entre 10 heures et 30 heures. Je laisse le choix au client sur la durée des séances et la régularité. Au niveau de la durée, ça va de 1 heure à 3 heures et pour la régularité, de 1 semaine à 3 semaines. Dans tous les cas, j'applique un tarif horaire qui va de 40 € à 80 €. Ça dépend de l'âge et du lieu d'exercice.